de la France dans les colonies était merveilleuse, je n'avais pas de raison de penser le contraire. Et par ailleurs, on m'entendait à la radio, et de plus en plus, on commençait à entendre qu'effectivement, il y a des attentats du FLN, qu'il y a des règlements de compte. Alors ça, c'était un peu effrayant quand on est gosse. On disait de temps en temps dans les journaux qu'on n'achetait pas tous les jours, parce qu'on était une famille modeste, on n'achetait pas la presse tous les jours. Mais de temps en temps, vous lisez dans les journaux que dans un logement plus ou moins précaire, une famille d'Algériens, on leur a tiré dessus parce qu'ils n'ont pas voulu payer l'impôt révolutionnaire. Bon, donc d'une façon confuse, très mauvaise opinion, effectivement, de ces brigands du FLN. Alors, j'avais une vision positive de la colonisation, puisqu'on me l'étudie à l'école et qu'on l'a donné aussi à la radio. En même temps, quelques éléments, mais auxquels j'ai réfléchi plus tard sur la colonisation, parce que la Réunion, c'était une colonie spéciale dans la mesure où, comme il n'y a pas d'habitants à l'origine, tout le monde avait le droit de vote, mais c'était quand même une colonie jusqu'en 1946. Donc mes parents, mon père était retraité dès 1955. Alors vous savez, les retraités, les personnes âgées, surtout avec peu de contact extérieur, arrivent à répéter souvent les mêmes histoires de leur vie. Donc j'avais capté quand même qu'il y avait eu un certain nombre d'injustices du temps de la colonisation. Trucage des élections, achat de vote, enfin, et des misères de la population. Que, effectivement, depuis la départementalisation, ça devait aller mieux, et que c'était dû, notamment, cette départementalisation, à un personnage dont je connaissais le nom, mais je ne connaissais pas le nom de son fils à l'époque, c'était Raymond Vergès. Raymond Vergès, qui était un des fondateurs du Parti communiste réunionnais, député de la Réunion en 1946, et qui, avec Aimé Césaire et quelques autres, effectivement, ont obtenu la départementalisation des départements d'outre-mer, et qui devait apporter de nombreux progrès sur place. J'avais entendu parler aussi, parce que quand mes parents qui étaient venus en bateau à l'époque en France, ils avaient voyagé avec des amis notamment qui avaient été militaires à Madagascar à la fin des années 40, on avait entendu parler quand même des massacres à Madagascar, des dizaines de milliers de morts, des villages avec femmes, enfants détruits. Bon, il y avait quelques notions comme ça sur la colonisation qui paraissaient pas très positives, mais néanmoins, globalement, de ceux que j'apprenais à l'école et de ceux qu'on disait à la radio, ça avait l'air plutôt positif. Et puis, assez vite, en 1959, comme j'avais des frères plus âgés, mes frères se sont mis à se rapprocher du Parti communiste pour des raisons diverses et variées. Et aux marges, pas vraiment à l'intérieur, mais aux marges du Parti communiste, il y avait un certain nombre de gens qui étaient assez intéressés par la question algérienne. Et c'est là qu'on a découvert, chose horrible, on a découvert qu'on torturait en Algérie. Alors ça, imaginez sur un enfant de 11-12 ans, le choc que ça peut faire, le choc que ça faisait aussi à mes frères qui avaient 17 ou 18 ans, parce que une des premières choses qu'on m'avait apprises, j'avais 6 ans, j'étais encore à Nantes, c'était en 1954, j'étais au corps préparatoire, et l'institutrice nous avait raconté le massacre d'Oradour-sur-Glane. Ces Allemands, vous savez, dans ce village près de Limoges, qui ont fermé les gens dans l'église, qui les ont tués, qui les ont brûlés vivants, etc. Donc c'était l'horreur des horreurs. On connaissait aussi les crimes nazis, on avait connaissance aussi du massacre des Juifs et du génocide, on avait connaissance de l'horreur absolue, mais ça, c'était avant, et c'était les nazis, c'était pas la France. Et tout d'un coup, de prendre conscience, en lisant aussi des livres comme La question d'Henri Alleg, de prendre conscience que la République française, elle torture en Algérie, alors, et d'une façon assez massive, c'est un choc extraordinaire. Et là, après, les choses sont allées très vite, parce qu'on s'est renseigné de plus en plus. On a essayé, effectivement, de faire circuler ce petit fascicule, enfin, ce petit livre d'Henri Alleg et un autre qui s'appelait La gangrène d'autres personnes, de le faire circuler autour de nous au lycée. Et puis ensuite, quand mes frères ont commencé à la faculté, effectivement, de commencer à mener le combat avec l'UNEF, l'Union des étudiants, qui existe toujours, l'UNEF, l'Union des étudiants. Et à ce moment-là, effectivement, vers la fin, 60, 61, vous savez qu'il y a eu de nombreuses manifestations d'étudiants. On commençait à avoir un ras-le-bol qui était fondé peut-être moins malheureusement sur un intérêt affectif et de compassion pour le peuple algérien, mais qui était fondé sur une chose extrêmement simple, c'est que le service militaire a duré 28 mois, que celui qui échouait dans ses études, eh bien, il allait 28 mois en Algérie, et que celui qui réussissait, mais vers la fin, il fallait quand même faire ses 28 mois. Et ça ne rendait pas les gens enthousiastes. J'ai vu des garçons, notamment à la fin du lycée, qui avaient redoublé 2 fois leur terminale, qui arrivaient à 20 ans, plus de raison pour avoir un sursis,
3 jours avant, ils étaient Algérie française, et après, ils n'étaient plus du tout Algérie française. Vous n'avez pas envie de passer 28 mois là-bas, même sans parler des risques d'être tué, d'être blessé, parce que De Gaulle nous rassurait beaucoup. À l'époque, on l'entendait à la radio, il disait qu'il y avait moins de morts en Algérie que dans les accidents de la route. Et c'était vrai. Mais 28 mois d'Algérie, ça n'amusait pas trop les gens. Et on a assisté comme ça, à toute cette révolte de la jeunesse qui est devenue de plus en plus importante et qui s'est commencé à se mobiliser contre effectivement la guerre d'Algérie. Et puis un petit détail, qu'il ne faudrait pas, un petit détail de l'histoire, enfin, mais je ne pense pas qu'on l'oublie, mais on ne peut pas être exhaustif, il y a eu la question de l'OAS. Quand il s'est avéré que le général de Gaulle commençait à montrer des signes de vouloir négocier avec ce qu'on appelait la rébellion, effectivement, vous savez qu'il y a un certain nombre de gens en France et surtout en Algérie, des Européens, qui ont créé l'OAS pour s'opposer à cette politique. Alors là, effectivement, il y a eu des attentats, il y a même eu le commandant Kubasiak, un commandant qu'on appelle le commandant Kubasiak, qui a été tué à Aix, pas loin de chez moi, d'ailleurs à 500 mètres à peu près. Et puis, effectivement, là, une période beaucoup plus tendue, avec des manifestations beaucoup plus tendues, avec des rapports même dans la cour du lycée où il y avait des discussions beaucoup plus tendues avec certains éléments Algérie française ou pro-AS, et une période de tension extrême qui a culminé, je crois, qui a culminé en 2 périodes. Et il y a eu la période, du putsch de 61, c'est 23 avril, je crois, où effectivement il y avait une ambiance presque de guerre civile. On avait connu celui de 58, mais ça paraissait, c'était lointain, et ça paraissait peut-être plus jouissif, plus festif. Mais celui-là, il semblait qu'il y ait une menace imminente sur le pays. Effectivement, le matin, en allant au lycée, on voyait des affiches du Parti communiste aux ordres citoyens, avec des manifestations très tendues. Bon, tout ça s'est dégonflé en 4 jours. Et puis, je voudrais dire un dernier mot sur la manifestation du 17 octobre 61. Parce que dans l'effervescence où nous étions, encore une fois, c'était beaucoup autour des étudiants communistes, parce que vous savez qu'à l'époque, enfin vous savez pas, à l'époque il y avait une contestation, et j'étais lié aussi à l'Algérie, il y avait une contestation à l'intérieur des étudiants communistes contre le Parti communiste qu'on trouvait pas assez vindicatif dans la lutte contre la guerre d'Algérie. Il y avait des mouvements qui s'appelaient Nouvelle Jeune Résistance, qui essayaient de passer des armes, qui essayaient en tout cas de faire un peu plus. Et qui donc avait des informations beaucoup plus importantes que généralement. Et les événements du 17 octobre à Paris, on y a été parfaitement au courant, en fait, dans le cercle d'amis où j'étais, on était parfaitement au courant, et même au siège du Parti communiste, rue Granet, impasse Granet, Aix-en-Provence, les étudiants communistes avaient passé le film que je n'ai revu que 30 ans plus tard, le film sur le 17 octobre à Paris, Une journée disparue. Donc, ce que la France, des fois, a découvert des décennies plus tard, on était parfaitement au courant de ce qui se passait. On était au courant donc de la torture, on était au courant des répressions de masse comme celle du 17 octobre. Et à partir de là, et je voudrais en terminer là-dessus, sur finalement la leçon à tirer, à partir de là, je crois que vous le comprenez, moi-même, comme ma génération qui s'est engagée à ce moment-là, effectivement, la guerre d'Algérie, c'est un tournant. C'est un tournant extraordinaire parce que tout d'un coup, on a été confronté, et surtout pour des gens comme moi qui, encore une fois, au début, n'avaient même pas de pensée anticolonialiste ou de pensée progressiste d'une façon évidente, on a été confronté à une chose qui, moi, m'a jamais quitté. On a été confronté à l'imposture. C'est-à-dire qu'on avait un gouvernement, des gouvernements, ça a duré des années, et même ça a duré sous De Gaulle, qui nous expliquait que l'Algérie, c'est la France. De Dunkerque à Tamanrasset, il disait De Gaulle. De Dunkerque à Tamanrasset. Il nous expliquait que c'était la France. Et on nous expliquait que la majorité du peuple algérien était avec la France. Je me rappelle des discours de Malraux à l'époque, il disait pour la première fois, une révolution se fait dans le monde arabe, non pas contre l'Occident, mais avec l'Occident. Alors tout ça, c'était une série de mensonges extraordinaires. On nous a expliqué que ces gens de la rébellion, c'était des terroristes de la pire espèce, qu'ils n'avaient aucune légitimité, et puis finalement, ben oui, on a été obligé de leur dérouler le tapis rouge, et de les reconnaître. Alors, à partir de là, ça s'appelle comment une imposture. Je crois que j'étais très marqué par ça. Depuis cette époque, ça fait 50 ans, depuis cette époque, je n'ai jamais cru à un homme politique. J'y crois toujours pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas participé à des élections, ça m'est arrivé, je participe à la vie publique. Mais je suis extrêmement méfiant de ce que me raconte l'État.
Voilà pourquoi je me suis engagé contre la première guerre du Golfe, contre l'Irak, contre la deuxième. Voilà pourquoi, quand on m'a dit que le fils était normal, qu'on les massacre tous en Algérie, je dis peut-être c'est pas normal. Voilà pourquoi tout ce qu'on me raconte, je me méfie, j'essaye de voir quelle est la réalité derrière. Parce que quand on est capable de mentir à ce point, et je pense à nos malheureux, effectivement, compatriotes pieds noirs, qui ont toujours effectivement, en travers de la gorge, tous ces mensonges, parce que, bon, c'est vrai qu'ils étaient en première ligne, on leur a dit non, mais là, c'est la France, et puis après, on leur a dit dehors, et on ne s'est même pas occupé d'eux, on les a laissés tomber complètement. Même sans transition, hein, on n'a même pas fait une période de transition pour essayer de leur expliquer que de les préparer au grand départ. Effectivement, quand on voit que les hommes politiques, et l'un des éminents, sont capables de mentir à ce point, je crois que, quand on a connu cette expérience, je crois qu'après, on est extrêmement méfiant. Et je crois qu'il faut l'être, et c'est peut-être moi ma conclusion, je crois qu'il faut l'être toujours, toujours, toujours. Chaque fois qu'on nous parle de terroristes ici ou là, il faut se dire, mais qu'est-ce que c'est ces terroristes? Qu'est-ce qu'ils veulent derrière? Est-ce qu'ils veulent, comme certains disent, nous islamiser jusque dans nos salles de bain, ou bien est-ce qu'ils ont des revendications politiques? Est-ce qu'ils veulent qu'Areva paye un peu plus l'uranium, ou bien est-ce qu'ils veulent nous évangéliser, c'est pas le mot juste pour les musulmans, ou est-ce qu'ils veulent nous convertir? Moi, je crois plutôt qu'ils veulent qu'Areva paye un peu plus l'uranium. Je crois que nous devons être très méfiants. En tout cas, nous, cette génération qui ont connu cette guerre d'Algérie, nous savons jusqu'à quel point tous les pouvoirs sont prêts à mentir, et l'esprit critique, il n'est jamais assez développé pour lutter contre ces mensonges. Et la phrase sur laquelle je terminerai, c'est celle un peu sur laquelle j'ai terminé. C'était les évangiles qui disaient que la vérité rend libre. La vérité rend libre. Et Gramsci, lui, disait, seule la vérité est révolutionnaire. Alors moi, depuis, je suis devenu révolutionnaire. Merci à Benoît Hubert de ce vibrant témoignage. Je rappelle donc qu'on est aujourd'hui réunis autour d'un thème, le 1er novembre 1954, Histoire et avenir. Et les deux premiers intervenants, donc le côté histoire, le côté témoignage en métropole d'un jeune qui a vécu cette guerre d'Algérie. Avant de passer la parole à Jacques Pradel, qui est donc un Français d'Algérie, un pied noir, ce qu'on appelle les pieds noirs, qui a vécu en Algérie, qui était présent au 1er novembre 1954 en terre algérienne. Je voudrais citer rapidement un petit passage de Farhat Abbas, donc Autopsie d'une guerre de 1980. Et voilà ce qu'il disait. En Algérie, malgré l'impérialisme du colon et à son insu, des liens indéfinissables s'étaient tissés au cours des ans entre les deux communautés. On pouvait penser qu'elles avaient en puissance un destin commun, mais aucune loi n'était intervenue en tant qu'élément catalyseur pour les souder politiquement et économiquement et consolider leur coexistence pacifique. Donc je passe... c'est très fort. Voilà, donc... c'est une question technique. Hein. Donc voilà, je passe la parole à Jacques Pradel. Oui, ça ne marche pas. Sinon, il est celui-là. Oui, ah ben ça va. Non, ça va. Eh bien, merci beaucoup de me permettre de parler un petit peu de moi et peut-être d'une association qu'on a créée il n'y a pas si longtemps.